Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Alors, d'habitude je dis toujours un épisode que j'avais trop hâte de faire, mais là... Et là pas du tout, Si, j'avais si. vraiment pas hâte de le faire. Là vraiment, l'angoisse 2000. Mais bien reçu. J'avais hâte de le faire, mais surtout mes abonnés, je crois, avaient encore plus hâte que moi. Ah, Parce que trop bien. tous les jours dans mes DM, j'ai quand est-ce que tu reçois Ben, quand est-ce que tu reçois Ben. Et ça fait longtemps qu'on devait sketcher, sauf Ouais. que entre tes tournages, mes tournages, on n'arrivait jamais à trouver une date. Carrément. Et ça y est. On Et je y dois est. te dire quelque chose, petite déclaration. Je suis stressée. C'est vrai? C'est la première fois que ça m'arrive sur le Clic. Ça va très mal se passer. En fait, Est-ce que t'es pas stressé d'interviewer un intervieweur si, et que t'as l'impression qu'à chaque question je vais te juger en mode j'aurais pas fait comme ça. de ouf. C'est ce que je dis à Anne qui bosse avec moi depuis quelques semaines. Je dis, en fait, là, j'ai l'impression que toutes mes questions, c'est de la merde, tout simplement. Non, il y a pas de jugement. On est en toute bienveillance. Je te remercie. Et surtout, on te reçoit parce qu'en plus, ça coïncide hyper bien avec la sortie de ton livre. Ouais. Donc, Je ne suis pas viril, que j'ai lu en entier. Là, tu es en dédicace en ce moment. Ma première question, elle est, est-ce que quand tu fais tes dédicaces, que j'ai vu dans tes stories, il y a plein de gens qui viennent te voir, donc tu vois, toute la journée, tu es hyper sollicité par plein Ouais. de gens. Quand tu rentres chez toi, ou que tu rentres à l'hôtel, est-ce que c'est pas dur? C'est la redescente. En fait, moi, c'est hyper nouveau pour moi les dédicaces parce que en fait, j'avais jamais fait de meet-up avant. Donc là, avant, je rencontrais les gens dans la rue par hasard, mais c'est jamais un contexte non plus pour discuter énormément. Souvent, c'est j'aime trop ce que tu fais, on fait une photo et puis les gens s'en vont. Là, c'était trop cool de dire rendez-vous à telle heure, tel jour et on peut discuter. Alors, selon les dates, on peut plus ou moins discuter parce que en fait, moi déjà, je m'attendais pas à ce qu'il y ait 250 personnes qui arrivent et genre t'arrives devant. Les premières fois, vraiment, je suis arrivé devant, j'ai fait mais il y a un autre événement, tu vois, c'est impossible que ce Vous soit pour venez moi. pour la masterclass de Mercotte pour la pâtisserie. C'est ça, non mais tu sais, t'as l'impression de toi-même attendre devant une salle de concert, tu sais, c'est un truc de fou. Et après, non, j'ai pas le truc. C'est marrant parce que c'est des questions que j'avais beaucoup posées à des humoristes. Bah ouais, Où souvent, justement, ouais. souvent tu fais ton spectacle, ouais merci Paris là, et puis après, notamment Alex Ramirez qui est rentré avec son décor, il avait un décor de cercueil, après il rentrait avec son décor de cercueil dans la rue comme ça, seul tout, tu vois, il se dit super, j'étais devant 200 personnes avant, ou même avec Panayotis, on avait aussi beaucoup discuté. Et moi j'ai pas ça du tout, parce qu'en fait, moi, je suis trop bien seul, je suis trop bien chez moi, je suis trop bien... tu vois, là, en ce moment, franchement, je vis des trucs de fou. Et c'est grâce aux gens qui me suivent, c'est grâce à tous les efforts là, depuis des années sur la chaîne, la persévérance de fou et tout. Et genre, tu vois, je monte les marches de Cannes, je fais plein de trucs que j'aurais jamais imaginé. Et en vrai, moi, je suis trop bien devant une petite série. Quand je rentre chez moi, tu sais, je me dis, je vais me mettre dans mon lit là, ça va être tellement bien. Parce que c'est pas ma vie en fait, tu vois. Franchement, c'est pas ma vie et je suis trop content de rencontrer tous ces gens. Mais je profite de chaque instant aussi. Et on va pas se mentir, quand t'as discuté avec 250 personnes, Tu n'as franchement, plus de je salive. suis un peu content d'être seul derrière et puis de me coucher et d'être chill, quoi. Mais est-ce que dans ta vie perso, hors tout ça, t'es plus introverti, donc tu vois, tu vas plus te ressourcer dans le fait d'être seul, ou t'es plutôt extraverti et tu as de l'énergie en étant avec les autres et t'es dans quel team? Moi, j'ai une vraie dualité là-dessus, où j'ai une part de moi qui est hyper introvertie, où je pense qu'à force, et vu que mon métier c'est de rencontrer, de discuter avec des gens et d'aller dans des trucs un peu deep en plus toute la journée, je crois que j'ai l'impression de faire des heures sup un peu des fois, tu vois, donc je me dis, j'aimerais bien voir personne. Et c'est vrai que des fois j'ai des moments où du coup mes potes se confient encore plus à moi depuis que j'ai ma chaîne, et même des inconnus, tu vois, ou des potes de potes et tout. Et des fois, tu sais, tu rentres le soir, t'as discuté pendant une journée pour des émissions, et puis le soir c'est en mode, ouais, moi mon rapport à mon corps et tout, et t'es en mode, venez, on parle d'autre chose, tu vois. Non, pas C'est toi. ça. T'as pensé quoi des 12 coups de midi? C'est ça. Et du coup, ouais, non, j'ai une mini part introvertie, mais après, par contre, clairement, si je fais ce métier, c'est que je peux pas passer une journée sans voir des gens, par exemple. Une journée sans sortir, sans juste avoir l'énergie des gens et tout. Donc ouais, non, c'est un truc qui me ressource. Donc j'ai une part très extravertie et très sociable là-dessus. Et quand je suis avec mes potes, je suis pas du tout introverti, tu vois. Mais est-ce que ça a bouleversé aussi tes rapports aux autres? Genre par exemple, si t'es au café ou quand tu poses des questions sur la journée des gens, est-ce que t'as pas l'impression de les interviewer? Alors non, parce qu'en fait j'étais déjà comme ça avant. Avant d'être sur YouTube? Moi j'étais un petit gamin insupportable. J'étais le petit gamin qui à l'école posait tout le temps la question pourquoi, et les profs c'était en mode allez vas-y. Même avec ma famille et tout, j'ai parlé très très tôt
donc parce que j'avais besoin de pouvoir communiquer avec les gens. Donc non, j'ai presque tout le temps, même à 6 ans, j'ai interviewé les gens, tu vois, parce que je leur posais 1000 questions sur eux et tout. Donc non, ça, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais c'est un truc que j'avais avant ma chaîne YouTube et que j'ai pas perdu aujourd'hui, tu vois. Des discussions à 4h du mat dans des kebabs avec des inconnus, c'était ma réalité à Caen, bien avant d'avoir ma chaîne YouTube, tu vois. Est-ce qu'on n'est pas sur un concept là? J'ai hésité un moment de refaire un... Parce que moi, c'était un peu ma spécialité, les kebabs. Je m'attendais pas à ce que tu dises. Je pensais que ma spécialité, c'est les interviews, pas les kebabs. Alors, pas faire des kebabs, ouais. hein, mais traîner dans des kebabs à 3h du matin et discuter avec des inconnus. Et en fait, c'est les rencontres les plus improbables, les plus folles, les plus flippantes des fois aussi. Et puis, en même temps, des fois, les plus enrichissantes. Et parce que c'est comme ça que j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas forcément des gens de mon cercle initial, tu vois. Donc, j'adorais faire ça. Et puis, c'était souvent les afters de fête et tout, donc on était tous dans des états un peu seconds. Mais j'avais hésité à refaire une interview kebab. ITV kebab. Et après, bon, je me suis dit, non, tant pis. Je suis sûre que là, ça chauffe énormément les gens. Hein. Dites dans les commentaires si vous voulez des interviews kebab. Il y aura des interviews kebab. On va refaire. Mais on voulait refaire le décor et tout du kebab et tout. Après, on s'est dit, bon, c'est une install quand même. Oh, moi, ça me chauffe. Moi, je te le dis, ça me chauffe. Okay. Tu me vends une interview kebab, ça me chauffe. Avant de faire tout ça, d'être sur YouTube et tout, c'était quoi ton taf? J'ai lu dans des interviews que tu as fait que tu bossais un peu quand même dans ce milieu des médias, de l'influence, mais j'ai pas capté vraiment quelles étaient tes missions, quoi. Ouais, bah moi en fait j'ai fait 5 années d'études. J'ai fait un BTS Com, une licence relations presse, relations publiques et un master 1, master 2 communication marketing. Et j'ai tout fait en alternance. Donc en fait j'ai déjà commencé à bosser en agence à ce moment-là. Et donc du coup, après mes études, donc j'ai été embauché là où j'ai fait ma dernière alternance, dans une agence social media. Et donc j'étais content manager. Donc en fait, je créais du contenu web pour les marques. Ok. Donc je faisais déjà en fait, j'avais un peu de relations influenceurs, mais pas tant que ça. Mais du coup, je créais déjà un peu de contenu social media, quoi. Et donc notamment, par exemple, je gérais les relations presse influenceurs du festival qui s'appelle Beauregard, qui est un festival de musique en Normandie, qui est un gros festival. Et donc je m'occupais pendant tout le week-end des influenceurs, tu vois, donc des médias, influenceurs, etc. Mais vraiment digital. Et il y a un moment où en fait je faisais beaucoup moins de contenu, où moi à la base je m'étais professionnalisé dans la photo. Et j'avais commencé à faire de la vidéo. Donc au lycée, je m'étais professionnalisé dans la photo. Et en fait, études supérieures, j'avais commencé à faire de la vidéo au moment où les réseaux sociaux commençaient à arriver et où il y avait toutes les marques qui disaient la vidéo c'est l'avenir, bientôt les gens ne consommeront plus que de la vidéo, etc. Donc je m'étais dit c'est un peu la suite logique de la photo et moi ça me passionnait. Donc je m'étais dit ok, je vais me former là-dedans. Et donc j'avais été embauché dans cette agence social media pour ça, pour créer du contenu web. Et l'agence a grossi. Et donc je créais de moins en moins de contenu et j'étais plus manager d'équipe, donc de créateurs de contenu au sens large. Je suis une 30aine de personnes qui allaient de l'infographiste au rédacteur web spécialisé, photographe, vidéaste, etc. Donc on montait des émissions pour des marques, des marques médias. C'était la grande époque des marques médias où il y avait Green Room. Green Room qui commençait à émerger. Et Green Room, bon, pour les gens qui ne le savent pas, c'est Heineken derrière. Et donc nous, on faisait ça aussi pour des marques qui venaient, qui disaient, nous voilà, Caisse d'épargne en Normandie par exemple, qui disait, nous en fait, on est partenaire de plein de SMAC, donc de salles de concert, de festivals en Normandie. On aimerait créer un média qui parle de musique en Normandie, qui est un peu l'expérience plus tu vois de ce qu'ils font, où ils peuvent valoriser un peu tout ce qu'ils font. Ouais. Et donc je devenais rédac chef de ce truc-là, donc il fallait que je monte une équipe de rédaction, etc. Et c'était passionnant, mais du coup, je faisais beaucoup moins de contenu. En parallèle, je donnais des cours en école de commerce, de communication aussi. Donc, je donnais des conférences, des trucs comme ça sur l'aspect communautaire qui était en train d'émerger. En fait, c'était vraiment une époque, j'ai l'impression d'être un papy quand je dis ça, mais c'était l'époque où en fait, la plupart des marques disaient les réseaux sociaux, dans 2 ans, on n'entend plus parler, c'est un effet de mode. Donc, on n'était pas dans comment on établit une vraie stratégie, on était plus à l'étape de... On explique aux marques pourquoi les réseaux sociaux, c'est des outils. Donc, il y en a en effet qui vont évoluer, il y en a qui vont mourir, etc. Mais qu'en fait, il se passe un vrai mouvement, qu'il y a vraiment quelque chose et qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. Et si on ne prend pas le pas maintenant, c'est terminé pour la plupart des marques, quoi. Donc, c'était vraiment de la sensibilisation à ce moment-là. Et il y a un moment où toutes ces expériences elles étaient folles, mais moi, ma passion, c'était le contenu et c'était rencontrer des gens. Et je me suis dit, vas-y, je monte une chaîne. J'étais un gros consommateur de YouTube à l'époque. Et il me manquait pour moi des contenus un peu plus longs et puis des contenus, c'était la grosse mode des vlogs. Ouais. Je pouvais regarder des vlogs pendant 30 minutes. Et attends, c'était qui tes vlogueurs préférés? Ah, franchement, je pourrais dire aucun nom.
Je pourrais dire aucun nom, mais je me rappelle de regarder des contenus de vlog. Mais du français ou de l'américain? Tout, vraiment tout. Parce qu'en fait, je me rendais compte que c'était pas du tout le contenu, parce que souvent, il n'y avait pas de contenu, en fait. C'était vide. Et en fait, je me rendais compte qu'il y avait un truc très hypnotisant. Il devait y avoir déjà du Enjoy Phoenix à l'époque. J'ai des flashs de Ah bah Enjoy. oui, puisqu'elle est arrivée, je crois, en 2000. Ouais, mais elle faisait du vlog, hein. Il y avait des trucs de et vlog. Oui, elle faisait, ça fait partie des premières qui a fait beaucoup de daily vlog. Donc c'est hyper chronophage, tous les jours. Et c'est vrai que le daily vlog, en soi, c'est la même chose que ce qu'on fait chez nous. C'est genre, salut, ce matin, je prends des trésors. Salut, je prends les cookies crisp. Et puis là, je vais au sport. Et puis, Et donc, moi, j'étais hypnotisé par ces trucs-là. Et puis, à la fin des vidéos, je me disais, putain, j'ai vraiment rien appris et c'était pas très intéressant. Et pourtant, il y a un truc, je ne comprends pas, ça m'a hypnotisé. Donc, je me suis dit, est-ce que je peux faire ça en essayant de mettre un petit peu de contenu, tu vois. Donc, très vite, je suis allé interviewer mes potes. Donc, j'ai pris une caméra, j'avais pas de moyens, tu vois. Donc, ma petite caméra embarquée et je suis allé interviewer un pote qui était un gros illustrateur pour parler de créativité, où on marche en forêt, on se fait un vlog de la journée ensemble et on parle de qu'est-ce que c'est être créatif, etc. De Panayotis un peu plus tard, tu vois, Panayotis Pasco, sur l'échec, la réussite, l'échec. Et donc pareil, on marche dans la rue et on parle de tout ça. Et donc c'était vraiment le point de départ de cette chaîne, c'était juste ma cour de récréation, tu vois. C'était faire ce que j'avais envie de voir sur YouTube, mais surtout avoir cette cour de récré par rapport aux autres missions que j'avais en agence qui me plaisaient un peu moins. Est-ce qu'en agence, ça a posé problème? Que tu développes un projet à côté? Bah, au début, non. Et puis après, ça commence à marcher, donc oui. Au début, c'était en mode non, tu fais ce que tu veux. Franchement, je faisais des heures de fou, tu vois, vraiment. Je posais certains jours de congé pour tourner pour ma chaîne et tout, mais vraiment, c'était rare que je fasse moins de 80 heures semaine, tu vois, donc vraiment, je rajoutais ça en plus, tu vois. Donc vu que je faisais beaucoup d'heures et que j'étais très efficace dans mon taf, ça posait pas de problème. Là où ça posait souci, c'était au moment où ça commençait à marcher et où moi j'ai commencé à me poser la question de est-ce que je m'en vais de l'agence parce que potentiellement il y a peut-être un délire où je peux tirer un fil vers un nouveau métier, quoi. Et ça, t'as fait cette décision à quel moment de switcher? Il y a eu un alignement des planètes où c'était un moment où, donc moi j'étais encore à Caen à ce moment-là et donc j'avais interviewé Marion Séclin sur savoir s'entourer, c'était hyper intéressant. Donc Panayotis sur la réussite et les deux en fait m'ont recontacté en disant on a passé un bête de moment et ils avaient vu un peu ce que je faisais et ils m'ont dit, donc Marion Séclin m'a dit, moi ça fait 8 ans que je suis sur YouTube, j'ai toujours pas de chaîne, est-ce que tu veux lancer ma chaîne YouTube, donc faire la réal. Elle faisait c'était des contenus qui étaient en groupe et ce genre de choses. Ouais, et puis en fait elle s'était fait connaître beaucoup via des contenus via mademoiselle.com avec Matt Giver, etc. Et puis après elle c'était Studio Bagel, donc c'était via des sketchs, mais elle avait pas de contenu en elle-même. C'est vrai. Elle sortait de sa vague de cyberharcèlement où ça commençait à se tasser un petit peu et elle s'était dit bon, j'ai envie de proposer des choses, mais il lui manquait une équipe. Et donc, je lui ai dit vas-y, go, c'est une expérience que j'ai envie de faire. Et donc je réalisais, on écrivait ensemble des fois des trucs, mais la plupart du temps c'était elle qui écrivait. Je réalisais, je montais, je prenais le son, je mixais, j'étalonnais, je mettais en ligne, je modérais les commentaires. Mais là, t'étais payé pour ça? Ouais, j'étais payé, pas ouf, mais j'étais payé. Oui. Non, parce qu'en fait, on a fait pratiquement aucun placement en fait sur la chaîne. Je te cache pas que c'est aussi un moment ce qui a fait que j'ai arrêté, c'est que j'avais besoin d'argent aussi. Donc, mais l'expérience était folle et j'ai appris tellement de trucs avec elle. Elle m'a présenté aussi beaucoup de gens du milieu, donc parce que moi je débarquais de nulle part. Donc non, c'était une expérience folle. Et Panayotis venait de lancer un sketch avec Mr V qui avait bien marché. Et pareil, il m'a dit écoute, j'ai écrit un truc avec Roman Fressinet, ça s'appelle Didier. C'est un espèce de truc un peu à la The Office, est-ce que tu as envie de réaliser ça? Et moi, ça m'a branché de fou, tu vois, j'ai dit vas-y, go. Et donc là, j'étais dans la réal, je faisais un peu chargé de prod aussi, et c'est là que j'ai vite compris que chargé de prod, c'était pas du tout mon taf, et c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Mais du coup, je faisais vraiment de la réal, et après, c'est lui qui uploadait, il modérait les commentaires et tout. Donc il y avait déjà ces deux trucs-là. Et puis j'ai Red Bull qui m'a contacté. Donc là, je te parle de ça, j'avais 10 000 abonnés. Et Red Bull me contacte en disant voilà, on a envie de faire un premier placement avec toi. Est-ce que ça te dit? On aimerait sponsoriser des vidéos où tu vas rencontrer des athlètes sur ta chaîne. Et à l'époque, c'était quand même un bon budget, tu vois. C'était, je sais plus exactement, mais c'était plusieurs milliers d'euros. Et en fait, c'était alignement des planètes. Je me suis dit, là, en fait, je peux plus tout gérer de Caen, parce que c'est un enfer, c'est 2 heures de train constamment, mais en fait, c'est 2 heures de train avec une non-réactivité folle, c'est-à-dire que tu as des retards de train constants, que la plupart du temps, dans ce milieu, on t'appelle un peu au dernier moment aussi. Et je me suis dit, vas-y, il est temps que au bout d'un an, j'ai fait 1 an comme ça, et j'ai dit, vas-y, là, maintenant, j'habite à Paris, et je me donne 1 an pour faire donc là, j'avais 15 000 abonnés, de faire 15 000 à 100 000 abonnés en 1 an.
qui était un pari complètement impossible. Mais je m'étais dit, en fait, c'est qu'à partir de 100 000 abonnés que je vais commencer potentiellement à pouvoir en vivre. Et donc, voilà, je lâche toute ma life et je vis sur mes économies pendant 1 an. Ouais, t'avais un peu d'économie de côté quand J'avais même. 1 an d'économie. Ok. J'avais 1 an d'économie et je vivais avec 1 100 € par mois. Et donc, je suis arrivé dans un petit appart, je dis appartement, mais c'est déjà... On va dire appartement à Paris, qui était une cave sans fenêtre, à côté de Bastille, donc j'étais quand même bien placé. Je m'étais dit, en fait, si je veux arriver à Paris, je veux vivre l'expérience au maximum, donc je veux être central et je veux pas me galérer avec les transports et tout. Je me dis, voilà, quitte à être mal, autant être mal mais dans Paris, mais pas trop mal. et donc j'ai fait ça pendant 1 an. Et voilà, et donc on a fait le pari où je suis arrivé à 100 000 abonnés au bout d'1 an, quoi. Propre. Quand tu annonces... 100 000 abonnés au bout d'1 an, sur les 2 derniers mois, tout s'est fait. Hein, parce qu'à la fin, j'ai failli arrêter. Alors attends, qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, sur les 2 derniers mois, c'est... Il y a eu plein d'étapes. Au début, je faisais beaucoup de formats interview. Et en fait, je faisais genre 30 à 50 000 vues par vidéo. Et ce qui était bien, tu vois, mais je voyais que ça stagnait et je voyais que moi, je commençais à moins m'amuser aussi. Parce que la dynamique... interview, c'était cool, mais il y a un moment, je me disais, bon, je sais pas ce que... Enfin, moi, je m'amuse plus, en plus, je m'ennuie très vite, donc vraiment, je me disais, bon... Et je me disais, mais si je fais 50 000 vues par vidéo en constant, je vais jamais... Si moi, je commence à m'ennuyer et qu'en plus, du coup, les gens vont forcément s'ennuyer parce que t'es un peu la base du truc, et je vais jamais vivre de ma chaîne, en fait, et j'avais ce truc-là aussi de dire, en fait, là, moi, là, on était genre à 8 mois, tu vois, et je me dis, dans 8 mois, en fait... on arrête en fait, c'est pas genre je continue, on voit si dans 2 ans et demi ça marche bien, si je m'ennuie encore. Dolce Vita, quoi. C'est vraiment genre j'avais 600 € de loyer sur 1100 € par mois, tu vois. Et donc je vivais que pour ma chaîne parce que je me faisais pas forcément de plaisir, de trucs et tout. Donc je vivais pour ma chaîne et je m'étais dit là en fait je sais que ça va s'arrêter sinon. Et donc il y a un moment où je me suis dit vas-y, j'ai envie de faire d'autres trucs. Et donc c'est le moment où j'ai lancé le mois sur les peurs. Où en fait c'était le mois de mars et donc le 1er mars je fais une vidéo où je réponds à la question qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur, et je me fais la liste et je dis vas-y, demain c'est une vidéo par jour et j'affronte une peur. Donc était une bête d'orga aussi parce que genre je me retrouvais je crois que la première vidéo je suis à côté de Paris et je me retrouve avec des serpents alors que j'avais une phobie absolue des serpents. Le week-end d'après je me retrouve dans les Alpes à faire du parapente et de me remettre au ski aussi, là où ça faisait 6 ans que j'avais eu un accident et que je me remets au ski. Après 3 jours après je me retrouve en Normandie à faire du saut élastique. Donc voilà, il y avait une grosse orga là-dessus, mais c'était c'était fou et en fait je m'étais dit une vidéo par jour. J'avais vu un peu, tu sais, j'avais suivi un peu la vague Pierre Cross, etc., qui avait fait ça pendant 1 an et tout, et qui était vite passé de 200 000 à 1 million, un truc comme ça. Et je me suis dit, ok, je pense que là, ça a du sens pour moi, je me fais trop plaisir à le faire. Je reviens un peu sur du vlog en plus, donc c'est cool. Et c'est sûr que là, je me rappelle, j'avais 30 000 abonnés, et je m'étais dit, c'est sûr, j'ai au moins 70 000 abonnés à la fin du mois parce que ça va prendre et tout. J'ai dû gagner genre 1000 abonnés sur 1 mois. Ah merde. Ah dommage. Ouais. Et je suis tombé malade en plus derrière parce que en fait c'était trop, c'était beaucoup Oui, parce trop. qu'alors là, enfin, à ce moment-là, t'as pas de monteur, t'as personne. J'avais un monteur. Ah, j'avais un monteur. Ok. Ouais, j'ai pris un monteur. Heureusement parce qu'en fait vu que j'avais les déplacements, mais en fait c'est surtout que j'avais pas pris d'avance, tu vois. Donc vraiment les gens regardaient la vidéo, c'était ce que j'avais tourné la veille, donc c'était un délire. Mais du coup c'était hyper fatigant parce que même en termes d'adrénaline, j'avais vécu trop de trucs en 1 mois. Donc je retourne en Normandie quelques temps pour me reposer parce que j'étais complètement malade, j'avais envie vraiment, moi la mer me manquait et tout. Donc je retourne en Normandie, je me dis ok, échec total, tu vois. Et pareil dans cette logique où je me dis en vrai l'expérience était cool mais je vais sûrement arrêter. Et je te jure, au moment où je racontais ça à un pote, où j'étais au téléphone avec lui, je lui dis mais mec, je crois que je vais arrêter ma chaîne. Là, ce que j'ai fait là, ça a été un truc où ça n'a pas marché. Je reçois un mail de France TV Slash qui me dit on a adoré ce que tu viens de faire sur 1 mois. Est-ce que ça te dit de faire ça avec des personnalités publiques ? Et donc j'en signe 5 avec eux. Et ça me fait, c'était pas un budget énorme, mais ça me refait un budget où ça me donne du sursis sur 2 mois. Et donc je me dis ok, trop bien. Là, donc ça, je sais pas, ça me redémarre dans un truc trop stylé. Et donc en gros, je te passe plein de détails, mais c'est derrière ça que je sors Insomnie, l'épisode avec Amy LTR, qui marche trop bien. Où d'un coup, là j'avais 35 000 abonnés et je fais 300 000 vues en 1 semaine. Tu vois, c'est la première fois que je fais un truc comme ça. Je me dis ouais, il se passe quelque chose de ouf. Et 2 mois après, je lance Entre mecs,
où je suis tombé bien dans le sens où je pense que c'est une thématique dont on avait besoin. C'est un format qu'on voyait pas du tout, ce truc de discussion autour d'une table, on le voyait pas du tout à l'époque. On le voyait pas, mais je me suis toujours dit, est-ce que t'as pas flippé de faire un truc purement masculin dans une époque aussi où, tu vois, où on dit oui, à juste titre, que quand t'es un homme, tu ne peux pas donner ton point de vue sur tous les sujets, notamment des sujets féminins. Est-ce que c'était voulu de faire ça à ce moment-là aussi? Est-ce que t'as eu des craintes quand t'as lancé Entre Mecs? Moi, au départ, Entre Mecs, je voulais pas le faire. Ouais. Vraiment, parce que je m'étais dit, ça va être casse-gueule, je sais pas comment le faire et j'avais pas trouvé la formule du truc. Et en fait, j'avais été invité dans pas mal de podcasts et j'avais même discuté avec beaucoup de meufs très engagées publiquement féministes. Et il y avait des podcasts qui commençaient à apparaître, type Les couilles sur la table, The Boys Club chez Mademoiselle, Genre, Bonhomme de JQ et tout. Et en fait, c'est tenu uniquement par des femmes. Et à chaque fois, toutes ces meufs-là disaient, mais nous, en fait, on a créé ce truc-là parce qu'on a attendu que des mecs le fassent. Et personne l'a fait, donc en fait, on vous tient par la main et on y va. Parce que ça fait partie de la deuxième, ou je sais pas, peut-être troisième des puristes sauront le nombre de vagues. Mais en tout cas, c'est une nouvelle vague du féminisme, en fait. C'est de se dire, pour l'instant, il y a eu une vraie prise de parole et une insurrection des femmes, ce qui est normal. Parce que dans une logique systémique, en fait, c'est normal que ce soit les gens en bas de la hiérarchie qui se soulèvent, tu vois. Ouais. Mais il était temps que les mecs en haut de la hiérarchie aussi disent, voilà, nous, on veut remettre en question le patriarcat, et en fait quand on dit patriarcat on devrait dire système patriarcal, parce que c'est pas les hommes, c'est un système avec des injonctions faites aux hommes et faites aux femmes, et donc c'est comment on fait pour inclure aussi les hommes dans le féminisme. Et donc moi au début je voulais pas le faire parce qu'évidemment je me dis mais c'est casse-gueule, puis tu sais quand t'es le premier à faire un truc c'est dur, franchement et tu sais que tu vas t'en prendre plein la gueule en fait. Et donc au départ je voulais faire des facecam pour raconter un petit peu parce que moi en fait ça me touchait personnellement, tu vois, parce que suite à plein d'étapes de ma vie, même que je raconte dans le livre, tu vois, c'est que ça me parle. Et je m'étais dit bon, comment on en parle, si je fais des facecam ça va être compliqué. Et j'étais tombé sur des chaînes américaines où ils font beaucoup, notamment des chaînes comme Cut, où ils font des trucs hyper minimalistes avec des gens autour d'une table qui discutent d'une thématique. Et en fait, t'as l'impression d'être avec eux à la table. Et je me suis dit, mais c'est ouf, ça, on fait ça. Donc, je vois ce truc-là. La semaine d'après, je contacte mon tatoueur Toto, Omar, qui est un pote comédien. On s'était rencontrés sur la chaîne de Manon Séclin, d'ailleurs. Et je leur dis, venez, j'ai ce concept-là, est-ce que ça vous dit? Et en gros, on serait tous les trois à chaque fois. Il y aura un guest à chaque fois. Et je trouve un studio pété, on trouve 3 caméras différentes, une équipe qui vient, et on fait ce truc-là. À l'époque, moi, c'est la première fois que je faisais des trucs en plateau, donc j'avais aucune idée de à quoi ça ressemblait, de ce qu'on pouvait faire, des contraintes techniques et tout. Donc, les vidéos, si tu les regardes aujourd'hui, elles sont vraiment pas parfaites, tu vois. Mais en gros, ce que tu me dis là sur parler des choses qui ne nous concernent pas, c'est clairement des questionnements que j'ai eus et que j'ai toujours. Et c'est pour ça que, tu vois, souvent on nous dit « Ah, ce serait trop bien que vous fassiez une vidéo sur les règles. » Et je me dis « ouais, mais les règles, tu vois, à la limite, on peut inviter un mec trans, mais tu vois, en fait, je veux pas à chaque fois que ça fasse soit bête de foire d'avoir un invité où en fait ça fait genre 3 mecs curieux sur un invité, et encore moins qu'on parle de choses qui nous concernent pas. » C'est ça en fait toute la difficulté, parce qu'effectivement, comme tu le dis, c'est important qu'en tant qu'homme, tu prennes parti aussi. Est-ce que tu te heurtes à, je sais pas comment le dire, mais à la réaction d'hommes qui sont pas du tout éclairés sur ce sujet, pas du tout déconstruits, parce que à chaque fois que j'ai lu une interview de toi, ça titre genre Ben Never, l'homme déconstruit, ou tu vois, le mot déconstruit revient beaucoup. Est-ce que tu te heurtes à ces gens-là qui prennent profondément mal ce que tu fais et qui ont l'impression que soit tu essayes de surfer sur quelque chose, soit c'est bullshit ce que tu racontes. Est-ce qu'il y a des réactions violentes de la part d'hommes? Ouais. Alors déjà, le terme déconstruit, c'est bien que tu en parles parce que... Mais je crois que c'était chez Combini, je l'avais dit, c'est que moi je déteste ce terme. En fait, je déteste le truc étatique d'être ou ne pas être déconstruit. Tu sais, il y a un espèce de jugement de qui est dans la bonne case, qui est pas dans la bonne case et tout. Et en plus, derrière, tu vas avoir des mecs qui vont se cacher derrière le truc de moi je suis déconstruit, alors pas du tout. C'est un peu le loup dans la bergerie. Et donc, je pense qu'on est tous en construction et en déconstruction constamment. Donc moi, par exemple, je m'estime pas du tout déconstruit, tu vois. J'ai un taf de ouf encore à faire sur plein de choses et j'apprends
sur le monde, que ce soit sur la masculinité, mais sur plein de trucs, hein, sur le travail, sur le couple, sur la famille, sur tout. Donc je me déconstruis. À 29 ans, je peux dire, je déconstruis plus que ce que je construis sur des trucs que j'ai intégrés. Là où je suis trop content qu'il y ait des ados de 15-16 ans qui me suivent et qui, eux, sont pas en déconstruction, ils sont en construction, tu vois. Et oui, donc pour te répondre, oui, évidemment qu'il y a des mecs que ça dérange, et tant mieux, parce que le jour où franchement j'ai plus aucun mec qui dit « Ah, la féminisation des hommes en 2021, c'est à cause de vous que les femmes domineront le monde », ou genre « Ah là là, bande de tapettes ». Enfin tu vois, en fait c'est là le jour où il y a plus d'homophobie ambiante, le jour où il y a plus de virilité toxique, bah j'arrête mon émission, tu vois, et tant mieux. Et j'aimerais trop arrêter entre mecs, tu vois, en me disant c'est réglé, mais on en est loin. Donc oui, il y a ça. Pour moi, ça fait partie du jeu, tu vois. Je m'attaque à un truc de société. Après, c'est sûr que je pense que vraiment, très honnêtement, je m'en prends moins plein la gueule que des meufs qui parlent de masculinité, tu vois. Ah bah oui, bah ça c'est sûr. Ou même de féminisme, tu vois, de manière globale. Oui. Donc c'est marrant de voir que même dans le harcèlement, il y a des échelles. Il y a des vraies échelles, tu vois, et après moi en vrai je suis très déconnecté de ça, tu vois, j'ai pas Twitter, j'ai un compte Twitter qui existe, il y a 0 tweet, tu vois, il est là pour dire j'existe. Et puis après moi ma vie elle est pas sur les réseaux, tu vois, je suis dans la vraie vie, il y a aucun mec qui est venu me voir en disant espèce de fiotte, c'est à cause de toi que la virilité existe plus, tu vois. Au contraire, moi je suis tellement heureux de voir que dans la vraie vie ça parle à des gens qui sont même pas forcément des convaincus à la base, tu vois. Quand je me balade dans des quartiers, que ce soit en Normandie, Hérouville-Saint-Clair, on est là, ou même tu vois à Aubervilliers ou à Saint-Ouen, je me balade beaucoup aussi et tout, et quand j'ai des mecs de quartier qui viennent me voir en disant mec trop bien ce que tu fais, nous on n'a pas, avec nos grands frères on n'avait vraiment pas ces discours là, et on commence à peine à assumer qu'on regarde tes vidéos, mais en fait on regardait tous en cachette et on se rendait compte que finalement entre potes on regardait ce truc là, et maintenant on commence à l'assumer et tout. J'ai des gens du voyage là il y a pas longtemps en Normandie pareil qui m'ont arrêté en mode trop bien, parce que dans notre culture c'est pas vraiment ça la place de l'homme et tout. Donc c'est là que je me dis putain ça a du sens de ouf, parce que franchement si je prêchais que des convaincus ça m'intéresserait pas non plus, tu vois. Si je voyais qu'il y avait que des gens qui me ressemblaient qui regardaient mes vidéos, et c'est le cas, il y a des gens qui me ressemblent et c'est trop bien, bah je pense que j'arrêterai, parce que l'idée c'est de créer une safe place où évidemment on a un discours qu'on voit pas forcément ailleurs sur les réseaux, mais c'est aussi de faire c'est pour ça que je fais un truc un peu mainstream, et c'est ce qu'on peut me reprocher sur des gens plus militants, plus spécialisés, en disant bah, tu ratisses un peu trop large et tu vas pas au fond des débats. Et moi ça m'intéresse pas, parce que bah, malheureusement aujourd'hui faire un podcast théorique sur l'histoire de la virilité, tu fais pas 1 million de vues, tu vois. Et aujourd'hui moi je kiffe trop me dire en tout cas de me rendre compte qu'aujourd'hui un Entre Mecs peut faire 1 million de vues et va toucher des gens qui se seraient jamais intéressés à ces thématiques-là, et qui derrière m'envoient des DM en disant putain c'est une porte ouverte en fait, et qui derrière eux vont écouter des podcasts. Et donc voilà, moi l'objectif c'est de faire un truc mainstream pour toucher des gens qui se seraient jamais intéressés à ça de base, quoi. Et les vidéos qui font le plus de vues sur ta chaîne, c'est marrant, je l'avais écrit et puis t'en as parlé la semaine dernière. J'ai fait une story. C'est genre celle qui a le plus de vues, c'est Entre Mecs, la bite, Entre Mecs, le premier c'est la bite, le sexe. Ouais. Le troisième c'est La Vérité, qui est un format que j'adore, mais c'est avec une Abbé Latina qui est une actrice X, donc on parle de sexualité, mais c'est drôle parce qu'on parle pas que de sexualité. Ouais, et puis derrière c'est le dernier Entre Mecs que j'ai sorti avec Seb, Kikessa, Cyrus et Tristan Lopin, où là c'est de manière globale, on parle de nos relations au pair, etc. Mais je crois que derrière c'est la drague, donc tu vois Mais bon, en vrai c'est une thématique qui est universelle, hein, la sexualité. Mais moi, je me souviens quand cette vidéo est sortie, je me suis dit, mais qui sont ces gens, mais je clique. C'était le début, c'était le deuxième épisode. Alors, c'est le premier épisode qu'on a tourné. C'est-à-dire qu'il faut quand même te dire qu'à l'époque... Attends, ça veut dire que le premier épisode que tu tournes, c'est tu contactes les gens en disant allez, on va tourner un format qui s'appelle Entre Mecs, la bite. Non, en fait, moi, j'ai tourné les 4 premiers, on les a tournés en 4 heures. Ouais. Donc, vraiment, c'était pour te dire à quel point j'y connaissais rien à l'époque, c'est que je m'étais dit, ouais, 4 heures, 4 émissions, c'est bon. On a eu une demi-heure de retard, donc en vrai, c'est stylé. Et en gros, le premier qu'on fait,
on se retrouve autour d'une table. À l'époque, on tire une carte et on découvre la thématique. Je sais même plus si les gens étaient au courant. Et donc, j'ai un invité qui est Mich et je me dis, en fait, donc il y a un pote qui connaît un petit peu les autres invités et je me dis, franchement, si on parle pendant 1 heure de la bite, on peut parler de ce qu'on veut après et on aura brisé la glace, tu vois. Là, la glace est brisée, je te confirme, ouais. Et en effet, on tire cette carte et on voit la bite. Et on sait pas ce qu'on fait, tu vois. Et c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne aujourd'hui, quoi. Attends, donc là, t'as pas de conducteur. Ça veut dire que tu pars comme ça. Il faut quand même que t'aies des profils un peu forts. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, si, j'ai un conducteur dans ma tête. Ouais. Genre, j'ai toutes mes questions dans ma tête. Et j'ai des questions tiroirs. En vrai, je t'apprends rien, je pense que tu l'as pareil. En gros, t'as ton fil rouge, tes questions principales. Ouais. En fait, plus les vidéos paraissent improvisées, c'est pareil dans Insomnie. Dans Insomnie, à chaque fois, tu sais, on s'allonge dans le lit, il y a plein d'invités qui disent « Mais elles sont où tes questions ?» Et je suis en mode « T'inquiète, elles sont là. » Et donc, j'ai tout mon fil rouge, j'ai genre une dizaine de questions. Et après, j'ai des sous-questions. C'est-à-dire que s'il y a une question qui marche pas, je sais que je peux la formuler différemment, soit au même moment, soit après. Et voilà, donc j'ai tout ce truc-là dans ma tête. Je crois même que, parce que c'était la première fois que je faisais ça, donc si je dis pas de bêtises, sur les premiers entremecs, donc sur la bite par exemple, j'ai un petit papier avec des questions par terre, mais on le voit pas dans le champ. Et donc de temps en temps, je fais comme ça, et je regarde le truc et je dis ok, prochaine question. Exactement, j'étais stressé de ouf. Et maintenant, non, il y a plus, tu vois, quand on tourne le dernier entremec, on a tourné 3 heures. Et j'ai toutes mes questions dans la tête, tu vois. Et après, selon si quelqu'un lance une perche sur un sujet, bam, j'ai une question qui est à la fin, qui revient au-dessus, tu vois. Dans ma tête, j'ai un truc visuel avec toutes mes questions et les trucs changent de place constamment, tu vois. Comment tu fais quand tu tournes avec autant de gens pour le montage? Est-ce que tu leur fais valider à la fin sur les tables rondes? Ouais. Et donc, faut que tout le monde valide? Ouais. Donc, mais en fait, pour moi, c'est le jeu et pour moi, c'est aussi pour ça. Au début, autrement que personne ne voulait venir. Hein. Personne n'était en mode, tout le monde était en mode, vas-y, on veut pas y aller, ça va être trop compliqué, on va trop se livrer et tout. Mais même mes émissions globales, Insomnie aussi, tu vois, il y a les personnalités qui viennent, c'est quand même des trucs où il y en a qui lâchent des dingueries, hein, tu vois, des trucs où, alors on fait jamais dans le voyeurisme. C'est vraiment, il y a pas d'anecdote perso juste pour le plaisir de lancer une anecdote perso. Il y a pas de gossip, mais c'est des trucs perso qui peuvent aider les gens. Tu vois, Dejna, quand on arrive et je lui dis, c'est quoi le truc de ton enfance qui fait la personne que t'es aujourd'hui et qui raconte l'inceste avec son grand-père, tu vois. C'est un truc où t'es en mode ah ouais, ok, tu vois, il y a un contexte pour le raconter, tu vois. Mais derrière, on s'arrête pas là. Elle fait de la prévention pour les jeunes, etc. Elle explique tout ça. Donc moi, c'est aussi une confiance énorme que les invités me donnent dans les émissions. Et aujourd'hui, je suis trop heureux et fier d'ailleurs qu'il y ait des invités de ouf qui me contactent directement pour venir en disant t'as une marque de fabrique et on sait qu'avec toi, on va pas se retrouver avec un moment isolé avec un gros titre, tu vois, l'enfer. Attends, ta question c'était quoi? Ah oui, et donc du coup, les invités valident. Déjà le montage, donc j'ai mon monteur qui était le cadreur, un des premiers cadreurs sur les premiers entremecs, donc qui est toujours là aujourd'hui et c'est mon monteur. Donc lui pareil, on sait bosser ensemble, lui à l'avance il sait ce qui va passer, pas passer. On monte toujours en totale bienveillance, c'est-à-dire qu'on veut, notre objectif c'est pas de griller des gens, c'est de les montrer aussi sous un angle cool, tu vois. Autant visuellement d'ailleurs, c'est dans les angles, les trucs que dans le contenu. Et après, tous les invités valident. Donc c'est un délire, hein, parce que je sors une vidéo par semaine, des tables rondes. Ah mais là, je n'imagine même pas cet orga-là. Déjà, moi, je vois la galère que ça peut être parfois, tu vois, sur une seule personne de faire valider, de booker les gens. Parce on en avait parlé la dernière fois, où j'avais dit à Ben, ce qui est cool, c'est que je sais qu'avec toi, je ne vais pas avoir de galère. Parce que tu sais ce que c'est que les gens canulent, les galères de tournage. Ça t'arrive ça de temps en temps? Enfin, comment tu fais pour... Pas de temps en temps, tout le temps. Mais oui, parce qu'en plus, comme tu as plusieurs personnes, tu dois aussi jouer avec les amitiés, les inimitiés de certains. En fait, moi, je suis un entraîneur de foot. J'aime bien dire ça parce que j'aime pas le foot. Mais du coup, je suis un vrai entraîneur de foot. C'est-à-dire que chaque table ronde, c'est 3 invités. C'est comment individuellement chaque invité va correspondre à une thématique. Donc ça va vraiment correspondre au truc et la personne va être intéressante, légitime à en parler et tout. Et après, c'est comment les 3 vont fonctionner en équipe. Donc c'est pas forcément des gens qui se connaissent, tu vois, mais où je sais qu'en termes de personnalité, c'est une sitcom, tu vois, dans Friends, chacun a une typologie précise et chacun sert à quelque chose, et dans l'ensemble ça fonctionne, tu vois. Donc il faut pas qu'il y ait du cannibalisme, faut pas que t'es cannibaliste, c'est genre pas au premier degré, hein. Personne se mange dans mes émissions, mais genre c'est comment t'as pas genre 2 personnalités
qui sont identiques. Et donc, en fait, tu sais que ça va se fighter. Après, quand c'est dans des personnalités publiques, et c'est souvent le cas, c'est comment tu arrives à avoir des gens qui n'ont pas des histoires entre eux aussi, tu vois. Donc, il y a aussi toute cette partie coulisses à connaître. Donc, ouais, non, moi, à chaque fois, c'est arriver à avoir des gens où on va créer une osmose, en fait. Ouais, y a une synergie, et c'est plus ou moins réussi, hein. Je dis pas que chaque émission est réussie là-dessus. Il y a des émissions où, en effet, ça marche de ouf, tu vois. Quand j'ai fait un tartine de vie et où, en fait, j'invite Camille Combal, Pomme et Camélia Jordana. En fait, ce qui se passe, c'est que à l'époque, je propose à Camille Combal, on se connaît pas, mais je me dis c'est ouf d'avoir Camille Combal sur ma chaîne, c'est la dernière personne qu'on attend, enfin une des dernières, je pense qu'il y en a d'autres, mais en tout cas tu vois, on n'est pas du même univers et tout. Et après, la semaine d'après, je rencontre Camélia Jordana et je lui dis est-ce que ça te dit de venir sur Tartine de vie? Elle me dit bah grave, parce que je me dis ça peut être grave intéressant. Et en fait, elle me dit je connais pas Camille Combal, les deux se connaissent pas. Et je me dis comment je fais le lien entre les deux pour que ça matche. Et là, à ce moment, en fait, je comprends que tu sais, dans ma tête, j'ai des arborescences de tribus, de gens qui se connaissent et tout, tu vois. Et je me dis, bah, en fait, le point commun, c'est Pomme. Pomme qui est très très amie avec Camélia Jordana, que les gens attendent beaucoup plus sur ma chaîne parce que elle, par contre, on a des communautés complètement similaires, et qui connaît très bien Camille Combal aussi. Et donc du coup, j'invite Pomme, elle dit vas-y, je suis chaude, et elle vient, et genre il y a une osmose qui se crée, alors qu'en fait Camille Combal et Camélia Jordana se sont rencontrés genre 1 minute 30 avant l'émission, tu vois. Donc voilà, donc c'est toujours ce truc-là. Et en effet, je fais valider parce que pour moi, il faut que chacun soit à l'aise avec ce qu'il raconte, tu vois. Parce que franchement, j'ai des anecdotes, j'ai des dingueries que je pourrais sortir. Je sais que je ferais 2 millions de vues avec. Franchement, il y a des trucs vraiment où je me dis, waouh, c'est insane et tout. Mais en fait, des invités derrière qui me disent finalement, là, je me suis senti trop à l'aise et ça, j'ai pas envie de le raconter. Ouais. Et l'idée, c'est pas de créer des traumatismes chez mes invités, tu vois. Donc on enlève. Puis même au niveau. Si on parle vraiment purement business, t'as pas intérêt à faire ça parce que t'as aussi intérêt à ce que tes invités partagent le truc. Donc si c'est pour ensuite sortir un truc qui leur correspond pas ou vont te faire une mauvaise pub, c'est pas intéressant. On parle que de tes réussites depuis tout à l'heure. Mais dans tout ce parcours, il y a forcément eu des échecs aussi. Il y a un podcast que j'aime beaucoup. Je sais pas si tu connais, qui s'appelle La Leçon. Ouais, bien sûr. C'est Pauline Grisoni qui fait ça. Je vous mettrai dans la barre d'infos. Justement, dans le podcast de Pauline, elle pose une question, c'est toute la thématique de son podcast, c'est de partir d'un échec que tu as eu et duquel tu as pu tirer une leçon. Ouais. Est-ce que tu aurais un échec professionnel et personnel à me raconter qui t'a permis de grandir et de grandir et tirer une leçon de tout ça? Des échecs, en vrai, j'en ai des petits, j'en ai tout le temps. Tu vois, on parlait là d'invités. Moi, il y a plein d'invités qui annulent au dernier moment, des sessions de tournage qu'on n'arrive pas à remplir, donc on est obligé d'annuler des sessions de tournage. Moi, je sors une vidéo par semaine, donc des fois, tu sais, si on annule une session de 2-3 jours, bah en fait, tu sais, ça reporte, donc ça veut dire qu'est-ce que je fais en attendant, etc. Donc ça, évidemment, j'en ai plein. Je réfléchis à un échec vraiment parlant, parce qu'après, c'est avec des trucs anecdotiques, genre un invité qui n'est pas venu. Et dans tes relations personnelles, est-ce que tu as déjà eu une grosse déception? Tu vois, un truc... Ouais, mais en vrai, franchement, qui n'a pas eu de déception amicale, amoureuse, etc. Moi, dans mes relations amoureuses, chaque relation m'apprend de ouf. Chaque échec, mais pareil, tu sais, pour moi, des ruptures, c'est pas des échecs, c'est une étape vers des choses que j'ai complètement apprises, tu vois. Donc ma relation avec mon ex, par exemple, pour moi, la rupture est pas du tout un échec. On pourrait le voir comme un échec parce que, évidemment, la relation s'est arrêtée, tu vois. Et en même temps, si c'est arrêté, c'est parce qu'il y avait une raison. Et moi, ce qui m'importe, c'est de me dire, tu sais, c'est cette phrase que j'ai constamment en tête, c'est l'important, c'est pas l'échec, c'est ce que t'en fais. Et c'est clairement ça, c'est de se dire, bah, ok, pourquoi on a rompu et qu'est-ce que ça m'a appris, tu vois. Et comment la prochaine relation que je vais avoir peut être beaucoup plus saine et que j'évite de refaire les mêmes erreurs. Et souvent, en fait, c'est ça, les gens qui enchaînent plein de relations, et tu vois, ils se rendent compte souvent que, bah, en fait, la rupture, c'est souvent une espèce de boucle sans fin, et souvent, en fait, tu recrées les mêmes schémas. Tu as été attiré par la même typologie de personnes, et t'es en mode, je comprends pas et tout. Tu dis, bah, en fait, si t'es attiré que par la même typologie de personnes qui te fait du mal, chose que moi, j'ai fait beaucoup, hein, j'ai eu une grosse relation un peu toxique sur mes premiers amours à 17 ans. Et en fait, la conclusion que j'en ai tirée, c'est pas genre il faut que je sois attiré par d'autres personnes, c'est genre comment je retrouve la même relation avec la même personne. Donc j'ai enchaîné 2-3 relations qui étaient la même chose en fait. Et donc tu te dis bah en fait tu tires pas la conclusion de faut quand même que je commence à être attiré par d'autres personnes qui vont me faire plus de bien. Tu tires la conclusion de l'amour c'est pas pour moi, tu vois. Mais concrètement, ça se manifestait par quoi? C'était quoi le type de relation qui te rendait malheureux ou pas heureux? C'était quel genre de comportement? Moi, c'était plutôt, j'étais attiré par des meufs qui étaient
plutôt des relations à sens unique, tu vois, donc des trucs le qui est classique, hein, je pense que franchement tout le monde peut se reconnaître là-dedans, qui est un truc d'amour déséquilibré, moi j'étais un peu plus pas à la merci, mais tu vois, plus on va dire que je m'investissais beaucoup plus dans une relation que la meuf en face. Et quand j'ai commencé à être attiré par des typologies de personnes qui étaient beaucoup moins dans le conflit déjà, parce que moi je suis quelqu'un qui suis pas du tout dans le conflit, donc moins dans le conflit, plus à l'écoute, qui me ressemblait un peu plus sur d'autres choses, d'un coup je me disais ah cool, en fait les relations amoureuses c'est stylé, tu vois, c'est au contraire, c'est des trucs qui te font grandir et t'as plus de positif que de négatif. Mais je pense que c'est aussi une période où tu te construis et où t'apprends, et j'invite tout le monde à se poser des questions sur son socle de valeurs, tu vois, de se dire c'est quoi ton socle de valeurs. Et en fait, tu te rends compte que, évidemment, qu'il y a des gens, mais c'est pareil en amitié, dans le travail. Moi, il y a trop de gens avec qui je travaille pas parce que on n'a pas le même socle de valeurs. Donc, on n'a pas la même base de vie. Et ça veut pas dire que je suis dans la vérité absolue. Chacun est dans sa vérité. Mais c'est qu'il y a des gens qui concordent et d'autres moins, quoi. Donc oui, dans les relations amoureuses, évidemment et encore aujourd'hui, il y a des échecs, des trucs, mais j'apprends de ouf. Et dans le métier, c'est pareil, hein, dans le milieu professionnel, il y a des interviews où je ressors, où je me dis, putain, j'ai foiré mon interview, quoi. Alors aujourd'hui, je suis à un stade où, heureusement, foirer une interview, ça veut pas dire, elle va jamais sortir. Ce qui est déjà arrivé par le passé, vraiment au tout début de ma chaîne. Aujourd'hui, ça veut dire genre l'interview est un peu moins bien. Mais finalement, toi, tu le sais, mais est-ce que les gens vont vraiment le percevoir de la même façon Ils le perçoivent pas, ils trouvent que l'interview est cool, mais moi, je sais que dans ma tête, ils auraient pu trouver ça encore plus stylé. Oui, parce que tu sais ce que tu aurais pu faire. Exactement. Tu dis, putain, là, si j'avais dit ça à ce moment-là. Exactement. Mais toi, tu dois l'avoir plein de fois. Tout le temps. Sur chaque interview. Très honnêtement, sur chaque interview, je me dis, pourquoi j'ai pas demandé ça à ce moment-là? Ta famille pense quoi de tout ça? Parce que tu te livres énormément, que ce soit sur plein de thématiques. On a parlé tout à l'heure de la sexualité, de la sexualité, de ta sexualité aussi, de tes relations passées, de ton papa, beaucoup dans ton livre. Comment ils le vivent ça, cette notoriété quand même? Alors moi, déjà, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est la notion de qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public. Qui est propre à chacun, dans le sens où moi c'est souvent des gens qui me disent quand même dans ton livre t'as parlé de ta première fois et tout, c'est chaud quand même, là tu livres un truc hyper personnel et tout, et tu vois par exemple cette anecdote sur la première fois que je raconte dans le livre, je l'avais déjà raconté dans Entre mecs il y a 1 an, sauf qu'en fait il n'y avait pas de conclusion, il n'y avait pas le petit twist qu'il y a dans le livre, tu vois, qui est arrivé beaucoup plus tard. Et donc en fait je l'ai coupé au montage parce que je me suis dit mais en fait ça c'est du voyeurisme, je raconte ma première fois, personne ne peut en tirer une leçon personnelle sur quoi que ce soit, donc je l'enlève parce que je veux pas faire du gossip, tu vois. Et donc pour moi c'est vraiment ce truc là, c'est de dire tout ce que je raconte il faut que ça ait tout ce que je raconte il faut que ça puisse te parler en fait. C'est qu'il faut qu'il y ait une conclusion, il faut qu'il y ait un truc où tu dises ok ça je peux en tirer quelque chose pour moi-même. Et à côté de ça, pour moi c'est beaucoup plus personnel de montrer ma famille, donc c'est pour ça que j'ai jamais montré le visage de mes parents, de mon frère, je parle pas de mes relations amoureuses, vraiment je donne très peu d'indices là-dessus. Tu dis j'ai quelqu'un mais on connaît pas la personne quoi. Exactement, okay. Non, on connaît pas les gens et en plus j'ai eu des relations avec des personnes publiques donc tu sais ça peut vite être un enfer, tu vois, et on sait à quel point très vite quand tu donnes aux gens, ils ont la sensation que ça leur appartient. Donc ça je le dis pas et c'est marrant parce que là je vais sortir un Insomnie bientôt avec Bellatina qui est une actrice X et ma première question c'est pour toi est-ce que c'est plus personnel de poster un nude de toi publiquement ou de poster une photo de tes parents, et elle évidemment c'est poster une photo de ses parents, tu vois. Et donc ça remet en question vachement ce qui est public ou privé, ce qui est personnel, etc. Et à l'heure des réseaux on a encore plus rabattu les cartes là-dessus. Et donc, je sais plus quelle était ta question, mais en tout cas... quel était justement le regard de tes proches par rapport à ça, notamment de tes parents, puisque dans ton livre, il y a toute cette interview à la fin, sans spoiler ton livre pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais très perso quand même, j'ai trouvé, de ton papa, parce que ton père admet aussi que certains comportements qu'il a pu avoir n'étaient peut-être pas adaptés à ce moment-là, ou t'ont peut-être fait du mal, enfin, c'est vraiment un échange hyper personnel. Comment tu as réussi à le convaincre? Est-ce que déjà tu as eu à le convaincre? Est-ce que tu lui as proposé? Ça s'est passé comment ça, cet échange-là? Alors, j'ai pas du tout eu à le convaincre, c'était moi qu'il fallait convaincre. C'était plus, c'était vraiment, je te jure, mon éditrice, c'est le dernier truc que j'ai fait. Je repoussais le truc, mon éditrice me disait mais du coup, l'entretien avec ton père, moi je disais t'inquiète, on est sur les retours et tout. Pas du tout, je l'avais de retour, pas d'aller encore. Je l'avais même pas demandé. Donc non, là, c'était hyper compliqué parce qu'il y a un moment, je me suis dit, je vais pas le faire parce que c'était très compliqué pour moi. Donc en gros, à la fin du livre, il y a un entretien de plusieurs pages avec mon père où c'est
tout ce qu'on s'est jamais dit en 29 ans, parce que je parle beaucoup de la relation avec mon père dans mes vidéos, qui est un truc très générationnel, hein, du père qui tait ses émotions, qui dit pas je t'aime, qui était le daron un peu absent, qui bossait beaucoup, tu vois, le père de famille, quoi, tu vois. Et du coup, je m'étais dit, bon, quand même, ce serait cool de finir le livre avec une note un peu plus même positive sur mon père, où j'en ai un peu parlé dans le dernier Entremec, où je dis j'ai été très dur en 2 ans avec mon père dans les émissions, mais je réinverse un peu le truc. Et non, c'était assez fort. Mon père, il a pas du tout hésité, il m'a dit oui direct, mais mes parents, ils sont trop fiers de ce que je fais en vrai, hein. Ils m'ont toujours soutenu, mais même avant les vidéos, tu vois, j'étais toujours le gamin, puis l'adolescent, puis le jeune adulte qui prenait que des décisions à l'inverse de la rationalité, tu vois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça se passait bien pour moi, je cassais tout, tu vois. J'étais en mode non, mais là je suis pas heureux, donc je vais faire autre chose. Et on est très très éduqués, ça je le raconte aussi beaucoup dans le livre, on est très éduqués à la rationalité. Faire un tableau, le pour et le contre, s'il y a plus de pour, nanana, tu vois, tu prends la décision en fonction de ça. Moi je fonctionne pas du tout comme ça. Moi c'est que à l'instinct. Et du coup, bah, socialement, ça te fait prendre des décisions où des fois les gens se disent mais qu'est-ce que t'es en train de faire, quoi. Et parce que je pense qu'au-delà de l'instinct, t'as quand même une sensibilité particulière aussi, tu vois, à ressentir les choses qui peuvent être bonnes ou mauvaises pour toi. Ouais. Mais en fait, l'instinct, t'as beau ressentir des trucs, des fois. Tu peux être dans ton coin en mode j'ai la meilleure idée du monde. Si les gens ils sont pas connectés à toi, c'est dead, tu vois. Le nombre de gens qui ont les meilleures idées du monde et qui en fait ça décolle jamais, tu vois. Donc c'est toujours des paris à chaque fois. Mais moi, je saute sans parachute constamment, quoi. Donc j'ai sûrement perdu 10 ans d'espérance de vie, là, mais au moins Mais du coup, comment tu deals avec toi, ton hypersensibilité, le fait de... Parce que tu es hypersensible, non ? Comment tu deals ? Tu n'as pas lu mon livre, hein. Mais si, justement. Chapitre 2 entièrement. Mais si, justement, sur l'hypersensibilité, c'est pour ça. Mais là, je suis impressionnée, je me dis, mais comment ? Parce que moi, je suis pas hypersensible, donc je peux pas vraiment me mettre à ta place, mais je suppose que dans plein de situations, ça peut aussi être source d'angoisse et d'anxiété. Donc comment tu fais pour être aussi one life ? Tu vois, je prends des décisions comme ça et dealer en même temps avec ton hypersensibilité. Bah c'est un challenge de tous les jours, en vrai, vraiment, c'est hyper compliqué. Mais en fait, il y a aussi le pan de l'hypersensibilité qui fait que j'ai besoin de vivre des émotions constamment. Et en fait, bah, pour vivre des sensations fortes constamment, t'es aussi obligé de te mettre en danger un peu tout le temps. Mais oui, bien sûr que c'est un enfer. Moi, quand je suis arrivé à Paris, les premières fois que j'ai pris le métro, je me nourris énormément de l'énergie des gens. Quand j'étais gamin, je le raconte dans le livre, quand j'étais gamin, un enfant malade me rendait malade. Un enfant triste me rendait triste. Enfin, voilà, en fait, j'étais une vraie éponge empathique. Et donc, à 29 ans, j'ai vraiment appris moi, j'ai été diagnostiqué à 8 ans. Donc très tôt, en fait, j'ai travaillé dessus. Donc, à 29 ans, ça va, j'arrive à fonctionner un peu, à me blinder, en gros. Je déteste ce truc parce que j'en parle dans le livre aussi, il y a une grosse mode de l'hypersensibilité. C'est ça que j'allais te demander. Comment on fait la différence entre juste... Parce que j'ai l'impression que l'image de l'hypersensibilité pour certains, c'est simplement de dire genre je vois un film avec un chien, je suis triste, je suis hypersensible. Alors que si je comprends bien, il y a aussi toute une perception de la sensation au bruit qui peut être très oppressante, aux odeurs, enfin c'est tous les sens qui sont décuplés, c'est ça ? Moi, il y a une période où c'était très compliqué pour moi parce que je bossais beaucoup dans le monde de la musique. Et il y a des concerts que je ne pouvais pas voir parce que les jeux de lumière étaient beaucoup trop forts, donc je devais partir, tu vois. Déjà, il y a un truc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent en mode d'un coup, il y a plein d'hypersensibles, c'est 20% de la population. Donc en effet, en fait, s'il y a autant d'hypersensibles aujourd'hui qui le découvrent, c'est parce qu'avant on n'en parlait pas et qu'en effet, 20% de la population, oui, tu peux avoir un paquet de gens quand même. Et moi, j'ai pas trop de soucis avec les gens qui c'est pas grave s'ils le sont pas et tout, si ça peut les aider à mieux vivre et tout. Moi, ce qui me dérange, c'est les gens hypersensibles qui excusent tous leurs actes comme ça, mais que tu vas retrouver avec des côtés Asperger, des côtés surdoués, des côtés, voilà, les zèbres aujourd'hui et tout, qui a un truc de non mais moi je suis comme ça, c'est pour ça. Oui, il y a ça aussi, tu sais, avec les signes astro. Genre, oui, bien sûr. J'ai pas envie de me mettre mal à un signe astro, je suis Gémeaux. Genre, c'est parce que je suis Gémeaux, tu vois. Bien sûr. On va dire ça. Ouais. Moi, je suis Balance, j'ai trop peur du conflit. Désolé, je suis Balance, c'est pour ça que je rentre pas dans le conflit et tout. Voilà. Mais je dis ça parce que j'aime pas le conflit et je suis Balance, tu vois. T'as vu comment on se prédit. Tu sais que les gens sur les signes astro, je sais qu'il y a une team, ça rigole pas sur l'astrologie.
Mais oui, non, en vrai, il n'y a pas de fatalité. Et c'est ce que j'essaie de raconter aussi dans le livre, aussi, de dire déjà, c'est pas stylé d'être hypersensible, parce qu'en vrai, moi, les 3/4 du temps, c'est plus relou que stylé. Après, le côté stylé, c'est que si je fais le taf que je fais aujourd'hui, c'est parce que je m'intéresse de ouf aux gens, que je suis empathique là-dessus, enfin, tu vois, si aujourd'hui, il y a plein de personnalités qui me racontent des trucs qu'ils n'ont jamais raconté nulle part, c'est parce qu'ils sentent que je m'en bats pas les couilles, tu vois. Et moi, je pense avoir le feeling aussi pour savoir quand c'est le bon moment pour aborder un sujet. Quand tu peux creuser, quand tu ne peux pas, effectivement, Exactement. c'est hyper important. Mais en interview, de savoir avec qui tu peux aller sur tel sujet ou de leur demander en amont, tu vois, s'ils sont OK d'en parler ou si c'est des trucs qui ont peut-être été un peu traumatiques. Ouais. Et à ce sujet, justement, j'ai une question. Encore une fois, si tu veux pas en parler, il n'y a aucun souci. Mais dans ton livre, tu racontes que quand tu étais petit, tu as eu des problèmes de croissance, donc tu as pris des traitements. Ouais. Et j'avais voulu creuser un peu plus sur tout ça, justement, pour comprendre comment ça se passe, ces traitements-là. Enfin, c'est quoi? On te fait des piqûres, Ouais, en fait, on s'est rendu compte à 7 ans que ma courbe de croissance était en train de baisser. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, sur les livrets de famille, t'as la courbe et puis t'as la moyenne. Et en fait, tu fais des checks et moi, c'était vraiment en train de baisser. Et moi, je le voyais avec les autres, en fait. C'est que je commençais à faire 2 têtes de moins que tout le monde et tout. Et en fait, moi, ça me dérangeait pas. Le problème, c'est que socialement, je le raconte dans le livre, je parle beaucoup de harcèlement scolaire et tout, et c'est que ça devenait oppressant, en fait, avec les autres. Et donc, la question s'est posée de suivre un traitement hormonal. Donc traitement de croissance. Et en fait, c'était un peu compliqué à cette époque-là parce que avant, c'était de l'hormone de croissance pris sur des cadavres. Et donc, il y avait plein de problèmes de cancer derrière, etc. Donc, c'était un peu, c'était pas une bonne ambiance à l'époque, hein, tu vois. Donc, moi, j'étais la première génération d'hormones de croissance. Mais attends, là, t'as quel âge, là, à ce moment-là? 29. À cette époque, j'ai 7 ans. Ah oui, j'ai 7 ans, ouais. Et là, on te parle d'histoire de cadavres et tout, quand même? Ou on te le dit pas trop? Je sais plus si je le savais à l'époque, mais en tout cas, ce que je savais, c'était que j'étais la première génération d'hormones de croissance synthétiques. Donc, on avait recréé cette hormone de croissance, mais du coup, on n'avait aucun recul. Ouais. On savait pas, du coup, parce que c'est des trucs que tu sais après sur 20 ans, tu vois, les effets secondaires, etc. Et donc, en gros, comment ça se passe concrètement? C'est 3 ans d'hospitalisation. Tu passes des nuits avec une perf au bras et on te prend du sang tous les quarts d'heure. J'ai des souvenirs horribles, même ma mère aujourd'hui, quand on en reparle, des montées à plus de 42 fièvres, des hallucinations où les médecins ont l'impression que je vais crever à certains moments, enfin des trucs où tu dis oh là quand même ça va un peu loin. Et en fait tout ça sert à savoir en gros quel type de traitement tu peux avoir derrière. Donc ça c'est à peu près 3 ans d'hospitalisation. Donc alors attends, là pendant 3 ans, t'es plus chez toi? Non, c'est pas en non-stop. Hein. C'est 3 ans d'hospitalisation où tous les 5-6 mois, tu vas en hôpital et tu passes 3 jours, 3 nuits à l'hôpital. Quoi. Et parce qu'après, ça va en laboratoire, ils testent ton sang, ils testent... voilà. Et à ce moment-là, ils testaient encore le traitement. Quoi. Et après, on te dit, bon, bah voilà... il y a la possibilité pour toi d'avoir le traitement. En fait, c'est aussi ce truc où on n'a pas de recul. C'est-à-dire que si j'avais pas pris le traitement, peut-être que j'aurais grandi beaucoup plus tard ou pas. Donc on sait pas. Et en fait, ce traitement-là, il sert, sans rentrer dans les trucs scientifiques, mais t'as ton hormone de croissance, ton hypophyse, qui fonctionne mal. Et donc en gros, ça la booste. Ça lui donne un peu de Red Bull, tu vois, en mode, vas-y, là, tu vas te booster pour fonctionner normalement. Et du coup, concrètement, comment ça se passe? Moi, on m'en a beaucoup parlé. En 3 ans, t'as le temps de réfléchir un peu. Tu sais, donc moi, c'était un truc mûrement réfléchi où je voulais prendre le traitement parce que je vivais hyper mal ma différence de taille avec les autres. Ça m'handicapait socialement, quoi. Je le sentais vraiment. Et puis, C'était social aussi. Ah oui, bien sûr. Enfin, est-ce que si t'avais été genre sur une île déserte où il y avait personne, tu l'aurais prise ou pas, le traitement? Bah non. Bah déjà parce que si à la limite si je m'étais rendu compte que c'était vraiment hyper galère pour monter au cocotier, tu vois, je l'aurais fait, tu vois, mais à cet âge-là, tu vois, à 7 ans, je m'en foutais de monter sur un tabouret pour aller prendre les cornflakes, tu vois. On te demande quand même de prendre une décision avec le regard et le recul d'un enfant de 7 ans qui n'a pas toutes les notions que tu as aujourd'hui au niveau de la médecine et des répercussions que ça peut avoir plus tard. Quand on te dit mais peut-être que dans 20 ans tu auras développé un cancer parce que tu as pris tel truc, bah là tu te dis dans 20 ans oui, à 7 ans, t'as pas de vision là-dessus, mais en vrai, moi, mes parents, ils ont été hyper à l'écoute et je suis vraiment heureux pour ça parce que je sais qu'il y a plein de parents qui ont empêché leurs enfants de le prendre et je discute beaucoup là parce que depuis que j'en parle sur les réseaux, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris le traitement mais qu'en fait personne n'est en contact avec personne, donc on se sent toujours un peu seul là-dessus et qu'il y en a plein qui l'ont jamais pris et qui en souffrent aujourd'hui parce que c'est des mecs qui font genre 1m50 ou des trucs comme ça et où ça les handicape socialement. Il y en a plein qui le vivent hyper bien, mais il y en a vraiment qui se disent putain j'aurais pu avoir une autre vie, quoi.
Aujourd'hui, tu vois, je fais 1m69, je suis pas hyper grand et en même temps, ma taille me convient très bien, quoi. Et donc du coup voilà, donc il y a ce truc où je dis ok go pour le traitement et je me rappellerai toute ma life, c'est qu'en gros les infirmières sont obligées de faire tester à un adulte la piqûre, donc à ton responsable légal. Et donc je sais plus qui l'avait testé, je crois que c'est ma mère. C'est ouf, ça. Et donc en gros le traitement c'est pendant 7 ans je vais me faire une injection, donc une piqûre tous les soirs. Donc pareil ça aussi tu sais quand t'as 7 ans. donc là j'avais 8 ans. 8-9 ans. Et donc, quand on dit, voilà, pendant 7 ans, jusqu'à la fin de ta croissance, en gros, tu vas te piquer tous les soirs, t'as aucune idée de ce que ça représente, tu vois. Et du coup, en gros, je crois que c'est ma mère qui a testé. Et après, en gros, t'as 2 systèmes de piqûres. Les diabétiques, ils ont exactement le même système aujourd'hui. Oui. Ils l'avaient pas à l'époque, mais maintenant, aujourd'hui, c'est à peu près les mêmes tailles d'aiguilles, 5 mm, hein, si vous connaissez les diabétiques. On est là, team 5 mm. Et en gros, t'as 2 systèmes. T'as un truc où tu vois pas ton aiguille. Donc en fait, ils appellent ça un pistolet, quoi. Donc tu le poses sur ta cuisse, t'appuies et ça rentre l'aiguille tout seul. Et en gros, je me rappelle, donc j'avais ce système-là au début. Et donc, moi, je me piquais sur les cuisses. Et en gros, je me rappelle être sur mon lit pendant, mais genre 45 minutes à me dire mais je vais pas appuyer, c'est impossible, je vais pas appuyer. Et en fait ce système-là c'était un peu relou parce que t'as un système de ressort et en fait moi ça me faisait des hématomes sur les cuisses parce qu'en fait ça te fait rentrer l'aiguille hyper fort, donc en fait ça te fait un mini choc et c'est un peu de la merde. Et donc après au bout d'un moment j'ai enlevé ça. Et après en fait tu vois l'aiguille quoi, donc t'apprends à faire ta piqûre toi-même et puis après tu t'injectes le truc et tous les soirs quoi. Et tu pouvais pas demander à ta mère de te le faire ça? Non, en vrai, très tôt, moi, je m'étais dit, je veux le faire moi-même. Parce que t'imagines, en fait, c'est un truc tous les jours. C'est comme si tu demandais à quelqu'un de te nourrir tous les matins, tu vois. T'es en mode, c'est cool, hein, ok, on va me nourrir, mais ça veut dire que le jour où mes parents sont pas là, le jour où je vais dormir chez un pote, etc. Tu vois. Donc, non, très tôt, je voulais être complètement autonome là-dessus. Et après, c'est comme tout, hein, après, les piqûres, tu vois, c'était comme me brosser les dents le matin, tu vois, c'était un truc classique, quoi. Est-ce que t'es accompagné psychologiquement pour ça? C'est drôle, j'ai des potes psy qui m'ont posé la question, qui m'ont dit, notamment lors du premier confinement, j'avais lancé Comment ça va vraiment, qui était le truc, là c'était sur Nos amours en confinement, je me rappelle. Et après j'avais lancé, c'est une grosse radio libre où j'écoute les vocaux de mes abonnés sur des thématiques. Et donc là c'était sur la santé mentale, il y a 2 épisodes sur la santé mentale. Et en vrai, tu vois, c'est vraiment, je pense que c'était les moments les plus forts pour moi parce que déjà on est dans un climat un peu chelou où t'es tout seul chez Watt, t'es dans je sais pas, tout était bizarre, tu vois. Et du coup, les gens vivaient aussi les choses très durement et il y a eu on en parle un peu, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais le confinement, c'était un fléau en termes de santé mentale et on va avoir des répercussions là sur les années à venir. C'est ce que j'allais te dire, je pense que les répercussions elles vont arriver, elles commencent déjà à arriver, mais d'ici 2-3 ans, on le voit. Le nombre de gens qui ont découvert ce qu'étaient les crises d'angoisse pendant les confinements, le nombre de psys qui voient de plus en plus de gens aussi, et puis voilà, des gens qui ont découvert des névroses, des maladies mentales qui sont apparues, etc. C'est un délire. Et là, c'était très fort, j'avoue, parce que les gens se confiaient beaucoup. Et puis que moi j'écoutais 5-6 000 messages vocaux, tu vois, d'affilée tout seul, donc je voulais pas qu'il y ait de chargé de casting ou quoi que ce soit, donc c'est moi qui écoute tout. Et là c'était un peu, franchement c'était un peu dur, j'ai pas mal chialé et tout, j'ai autant ri que chialé, etc. Mais je crois que c'est important là-dessus, tu vois. C'est que je suis pas suivi, mais en fait j'extériorise tellement mes émotions. J'étais persuadée que t'étais suivi. Parce qu'en fait, t'es tellement, c'est vrai, ouvert sur toutes ces thématiques de santé, santé mentale, les psy. J'étais sûre que. Mais t'as jamais vu de psy? Si, bien sûr. Mon hypersensibilité, c'était un diagnostic psy. À 17 ans, je suis tombé dans une dépression un peu hardcore et du coup, j'ai suivi des psys. Je l'ai raconté dans un épisode avec Charles Villa, qui est grand reporter pour Brut, et où je parle du moment où un psychiatre dit à ma mère Benjamin, il va falloir l'interner parce qu'il est dangereux pour lui-même, qui était une période très compliquée de ma vie. Et c'est là où en fait, je suis parti de faire de l'humanitaire à l'île Maurice. Je suis parti plusieurs mois en me disant vas-y là ça va être pire en fait si je me fais interner, et le truc qui a changé ma life, hein. Vraiment ça a été un truc où j'ai trouvé des réponses énormes dans ma vie et tout, donc non j'avoue que je parle beaucoup dans mes vidéos de aller voir un psy, ça fait du bien, etc. On parle beaucoup de thérapie, j'ai pratiquement tous mes invités qui viennent vont voir des psys, mais moi j'en vois pas, alors que je suis un peu le psy de plein de gens aussi, mais la plupart des gens qui ressortent de mes émissions à chaque fois disent putain mais en fait c'était comme je suis fatiguée, comme une séance de
ce C'est psy. ça. Ouais, ça, il me le T'es en dit. mode, putain, trop bien, c'est ce psy gratos, quoi. Mais non, moi, je vois personne, mais parce que j'en souffre pas, tu vois. Mais le jour où je sens que j'ai un délire à régler avec moi-même, on en a tous, hein, mais un truc qui m'empêche de vivre, j'irai voir un psy, j'ai aucun tabou là-dessus, tu vois. Ouais, t'es hyper ouvert là-dessus, enfin, tu parles de tout, quoi. Ouais. Bon, bah écoute, je crois qu'on a beaucoup parlé. Est-ce que c'était intéressant? Dites-nous en Vous nous commentaire. dites dans les commentaires si vous avez apprécié ce moment. En tout cas, moi, j'étais trop contente qu'on puisse se poser, parler comme ça. J'ai bu tes paroles, vraiment. Bah, c'était un plaisir. J'étais au café, quoi. Il y a une tradition à la fin du clic, c'est que tu mentionnes un créateur de contenu que soit tu apprécies, soit que tu ne connais pas, mais que tu aimerais bien voir à ta place. Comme ça me fait une petite passe décisive et moi, je slide dans les DM. Trop bien. Donc, c'est à toi de mentionner qui tu veux. Et bah, comme je l'ai préparé, je vais te répondre du tac au Oh là tac. là. Non, c'est faux, j'ai rien préparé. Attends, je réfléchis. Quelqu'un que tu n'as pas reçu et qui pourrait être vachement intéressant. Il y en a tellement. Je peux t'en dire plusieurs, comme ça au moins ça m'arrange. Au moins t'es pas en galère. Tu sais que j'aimerais voir, et je pense que les gens s'attendent pas du tout à ça, j'adorerais voir Hugo Décrypte ici. Ah bah j'aimerais bien, mais j'avais été un petit peu en contact avec eux. C'est juste une question d'emploi du temps, mais j'aimerais bien, ouais. Trop bien, Hugo Décrypte, trop intéressant, parce que moi j'adore l'inviter sur ma chaîne à chaque fois, parce qu'on le découvre différemment, et je crois que c'est un gars qui est hyper drôle, hyper sympa et tout, et je crois que ça fait du bien aux gens de le voir un peu en dehors des JT. Ouais. Gaël Garcia Diaz, ce serait fou. Bien sûr. Évidemment, Gaëlle qui est une meuf que j'adore et qui, pareil, qui est humainement, qui est une meuf vraiment... Et puis, expérience de vie, là, c'est 15 épisodes qu'il faut faire. Hein. Hallucinant, la semaine dernière, là, j'ai sorti un Tartine de vie qui dure 2 heures, on lit les pages Wikipédia de tout le monde. Et en effet, quand on lit la page Wikipédia de Gaëlle, le truc ne s'arrête jamais, quoi. Et elle a 1000 vies et c'est trop intéressant. Et c'est une des personnes les plus vraies que j'ai rencontrées dans ce milieu et ça fait vraiment du bien. Donc ouais, je dirais eux. Cyrus North, ce serait fou. T'as déjà été en contact avec Cyrus ou pas? Non, je crois que j'ai eu son agent en contact et pareil, c'est des histoires de... Mais quand je regarde tes vidéos avec Cyrus, bah ouais, c'est... Tu sais ce que je me dis dans ma tête? Je me dis, un bon client. De ouf, ah ouais, vraiment. C'est vraiment un bon client et pareil, humainement, c'est une personne que je respecte énormément et qui est toujours là pour WAM. Donc c'est pour ça qu'il est tout le temps sur ma chaîne aussi. C'est que j'adore en émission, c'est trop bien. Ouais, tu peux te reposer dessus, c'est un bonheur. Quoi. Complètement. Donc ouais, allez, je dirais ces trois-là. Hugo Décrypte, très beau casting, merci beaucoup. Bon, tout ce dont on a parlé, toutes les vidéos, enfin toutes les rêves de tes vidéos et tout, c'est dans la barre d'infos. Les Instagram de Ben et le mien s'affiche juste là. Bon, vous nous dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous avez d'autres questions, peut-être qu'on pourra faire un autre épisode si t'es chaud. Avec plaisir. Il y a beaucoup de questions. Si c'était nul, vous mettez nul en majuscule en commentaire. Non, pas forcément. Allez-y, ça fait de l'engagement. Hein. Les commentaires de référencement, comme dirait Louis CDNB. Et puis, vous faites des très très gros bisous. À bientôt. Ciao. Salut.